Polysécure, épisode sur l'actualité du 7 septembre 2025. Commençons avec quelques petites nouvelles. Mes infrastructures ont pété aux frettes la semaine passée. Donc, ça a ralenti un peu les différents événements, dont la sortie des podcasts. Vraiment désolé de cette situation-là. Shameless plug, cette semaine, c'est le Go Sec le 10 et le 11 septembre. Code rabais dans les show notes. B-Side samedi le 13 septembre. Je vais enregistrer plusieurs podcasts à cette occasion, notamment un panel aussi en fin de journée comme l'an dernier. Le 12 au 17 octobre, Objective by the Sea version 8. 14-15 octobre, AttackCon. 14-15 octobre, Forum InCyber à Montréal. Code rabais dans les show notes. 10 et 12 novembre, Rendez-vous IA organise le rendez-vous IA à Québec. Donc, très intéressant, puisque c'est des sujets d'actualité. Il va y avoir un petit volet cyber dans lequel, a priori, je suis impliqué à l'intérieur de celui-ci. 17 au 20 novembre, il va y avoir l'European Cyber Week à Rennes, en France, à laquelle je vais être encore cette année. Chouette événement, j'aime ça mettre en contact avec l'environnement numérique et cyber français. Et le 25 et 26 février 2026, c'est le retour du Sécure Jeunesse et plein d'autres choses. Les nouvelles devraient commencer à sortir prochainement, notamment le Call for Paper et ainsi de suite. Donc, commençons avec les nouvelles de la semaine dernière, essentiellement. J'ai divisé par différentes façons cette fois-ci. En tout cas, bref, je vais roder ma formule avec le temps. Commençons avec des sujets un peu plus disparates. Comment l'état de la situation sur les IoT a évolué depuis les 5 dernières années. Essentiellement, c'est aussi le fiasco que celle l'était, autant au niveau de personnes qui se défendent que les constructeurs. Il y a quelques lois qui ont passé, mais rien de significatif qui a vraiment fait avancer l'état de l'art. De l'autre côté, les attaquants se sont intéressés davantage à ce domaine-là, donc c'est un problème. Donc ça va devenir dans nos maisons et probablement dans nos entreprises également, dans les mesures où c'est des IoT qu'on utilise et non du OT, vont avoir des impacts sur ces éléments. Donc, de commencer à penser à devoir segmenter votre réseau à la maison, ce qui n'est pas nécessairement très évident pour le commun des mortels. Donc, ça m'inquiète un peu pour mes parents, notamment, qui vont brosser ce genre de choses-là. Les hackers ont trouvé un moyen de contourner les EDR pour la détection sur les disques. La façon qui a été faite sur Windows, c'est d'utiliser l'accès direct au disque et non de passer par les API standards. Donc, c'est une démonstration que les EDR, à l'heure actuelle, utilisent des moyens par légitimes. Dans le fond, ils vont hooker sur des API légitimes pour vérifier les accès. Et en l'occurrence, quand on contourne ceux-ci, ben, les EDR deviennent aveugles sur ce qu'il se passe. Donc, on est capable de contourner les moyens. La façon de se protéger, c'est essentiellement chiffrer le disque parce que l'accès direct ne permet pas d'obtenir la clé de chiffrement. Donc, on s'en sort, c'est juste des API standards. Donc, c'est une des façons. Sinon, ben, ça va être au marché des EDR d'évoluer pour s'assurer de protéger ce genre de choses. Donc, soyez vigilants si vous avez des choses comme ça. Qantas, compagnie aérienne australienne, a pénalisé ses exécutifs, ses hauts dirigeants pour une cyberattaque en juillet. Donc, on voit une incidence de plus en plus grande. Bref, ça, je trouve que c'est un exemple intéressant où, enfin, la haute direction est pénalisée. Donc, il y a un élément financier pécunier qui va les obliger à bouger. Donc, c'est, à mon avis, correct d'un côté de mettre les incitatifs pour les amener à poser des gestes concrets sur la cybersécurité, donc de limiter, de protéger davantage les données qui sont dépositaires et souvent les nôtres qui sont dans l'occurrence, donc je trouve ça bien. Par ailleurs, les systèmes ont tendance à s'adapter à ces différents incitatifs ou aux coups de bâton qui peuvent être liés, donc ils vont peut-être avoir tendance aussi à masquer davantage des éléments. Donc, c'est aussi l'autre élément à vérifier, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de façon de contourner cet élément-là, donc de masquer davantage, de déclarer moins les incidents de sécurité que dans un contexte où il n'y aurait pas de pénalité. Donc, c'est à voir comment ça va se faire. Et c'est l'apparence d'un tiers parti qui va être en mesure d'être capable de limiter ce type de problème-là spécifique de détournement ou de masquer l'information. Si vous possédez une Tesla, mettez-la à jour. Il y a une vulnérabilité qui est sortie.
Les autos maintenant sont rendues dans le spectre des choses qu'on doit mettre à jour dans tous ces objets-là. Donc, c'est de plus en plus, puis ça devient en soi une plaie qu'on ait de plus en plus d'équipements informatiques autour de nous, puisqu'il va falloir qu'on les mette à jour. Donc, nos thermostats intelligents, nos voitures, nos télévisions vont être dans le spectre à surveiller. Donc, c'est un énorme problème. Android, méga patch qui est sorti 120 fixe. Donc, mettez à jour. Du côté des iPhones, la mise à jour se fait automatique. Il y a eu quelques vulnérabilités assez massives et importantes dans les dernières semaines. Assurez-vous que la mise à jour automatique est là. Même chose pour Android. Mettez à jour le plus possible automatiquement pour vous dégager de cette préoccupation-là. Surtout si ça vient se brancher dans vos réseaux d'entreprise. Donc, d'être très, très vigilant de ce côté-là. Nouvelle façon, nouvelle sextorsion. Un nouveau spyware, un info stealer qui apparaît. C'est le premier cas où de la menace avant de dire que on vous avait filmé pendant que vous consultiez des sites pornographiques. Cette fois-ci, avant, ce n'était qu'une menace creuse. Cette fois-ci, ce n'est plus des menaces creuses. Maintenant, ils ont commencé à déployer des moyens de vous filmer pendant que vous accédez à des sites pornographiques. Donc, on a basculé de l'autre côté. Donc, maintenant, les menaces sont plus réelles. Donc, soyez prudents. N'installez pas les choses que vous, probablement, les infos stylées qui vont vous mettre dans cette posture-là de chantage et de façon, ou assumer littéralement ce que vous faites sur ces sites-là, qui est l'autre façon de se défendre contre ça. Mais bref, c'est une avancée malheureuse dans le domaine. SIM swapping, on en parle encore, ça dit encore que c'est à la hausse, tout le monde s'énerve. Semblerait que les moyens eSIM sont beaucoup plus efficaces que les SIM physiques pour limiter ce genre de choses-là. Donc, vérifiez avec votre fournisseur cellulaire si c'est tel est le cas. Et si c'est le cas de migrer vers des eSIM, de toute façon, la dernière version du iPhone tend à vouloir se débarrasser des SIM physiques, donc d'aller vers l'autre côté de cet univers-là. L'Europe blâme Poutine pour avoir bloqué les GPS. C'est pas le blocage de GPS n'est pas, ou le détournement de GPS pour faire dévier les avions n'est pas un élément nouveau en soi, mais c'est un signe qu'il va falloir que de plus en plus on ait des moyens alternatifs de navigation où tous les systèmes qui dépendent de GPS ne soient pas des systèmes critiques et ou de trouver des façons de balancer ça pour que ça puisse opérer différemment pour justement s'éviter des problèmes ou amener à des situations plus problématiques dans les cas des avions. C'est d'amener des avions dans des territoires autres et de pouvoir légitimer le fait de tirer les missiles sur un avion, par exemple, dans un territoire hostile. Donc, d'être très, très prudent. Donc, ça va de voir comment les choses vont évoluer avec le temps, comment les différentes compagnies qui utilisent les GPS vont pouvoir mettre des mesures alternatives pour se protéger contre ce genre d'attaque-là. Et notamment, si on regarde du côté des GPS militaires, il y a du chiffrement qui est inclus, qui permet de protéger contre ce genre de choses-là. Fait que voir comment ça peut redescendre dans les GPS civils aussi. C'est un ensemble, c'est un écosystème à revoir. La plupart des États américains ont maintenant des lois contre des fakes. Au Canada, nous n'avons pas de loi très robuste de ce côté-là, malheureusement. Les lois américaines sont de niveau de protection disparate selon l'État dans lequel on est, mais au moins il y a une préoccupation de ce côté-là, vu l'armement ou l'usage de plus en plus imposant de ça pour créer des dommages à des personnes ou amener à des situations plus problématiques. L'Europe a des lois, mais je suis moins familier, je ne sais pas à quel point ces lois-là viennent efficacement protéger contre les deepfakes, mais de voir au moins qu'on a quand même une chose au-dessus de la frontière qui fait ce genre de choses-là. Dernière nouvelle du bloc d'hiver, ou le panier à nouvelles, Google n'aurait pas envoyé 2,5 milliards de messages pour dire que les mots de passe de Gmail auraient été divulgués ou d'exiger le reset en question. Donc, on se trouve dans un univers où c'est de plus en plus difficile de savoir quelle nouvelle est vraie, quelle nouvelle n'est pas vraie. Donc, toute la désinformation, mais tout cet univers-là commence à causer des problèmes, attaquer la réputation de compagnie, dans ce cas-ci Google, mais aussi pousser les gens dans des mauvaises compréhensions des technologies. Donc, ça va amener certaines
certains défis à l'avenir, donc d'être prudent de ce côté-là, puis de revérifier, puis de toujours recorroborer l'information qu'on nous donne. Bloc intelligence artificielle, parce qu'il y en a beaucoup cette semaine. Des hackers auraient utilisé des plateformes d'intelligence artificielle pour voler des mots de passe, usagers mots de passe de M365 à travers des campagnes de phishing, d'hameçonnage. C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus massif qu'on va voir, ou encore plus important ou significatif cet usage-là. Les malveillants vont nécessairement utiliser des outils qui vont rendre leur courriel beaucoup plus propre, plus beau, plus soigné, avec moins de fautes d'orthographe, un peu comme on le voit déjà dans les entreprises qui font exactement la même chose. Donc, c'est un peu comme ça, puis ils vont être un peu plus faciles à mettre des textes beaucoup plus convaincants aussi. Fait qu'il va falloir être beaucoup plus prudent sur les courriels qu'on reçoit, sur les communications qu'on reçoit aussi également, puisqu'ils passent par plusieurs canaux. Donc, cet outil-là qui nous facilite la vie au niveau entreprise pour la rédaction et nous aider à aller plus rapidement, mais est aussi utilisé de l'autre côté. Donc, ce n'est pas un étonnement, mais il faut être prudent sur les courriels qu'on reçoit, si on doit pas être nécessairement de plus en plus convaincant sur le fait de donner nos données à un tiers qui va ensuite nous attaquer. Ça, c'est une chose. Puis l'autre volet à ça, c'est de s'assurer que dans vos entreprises, vous ayez des mesures techniques complémentaires qui viennent soit intercepter les courriels ou les communications potentiellement toxiques, ou qui vont intercepter quand l'attaquant a réussi à convaincre la personne de saisir son mot de passe dans ce système tiers, de le détecter et de limiter les dommages ou la zone de déflagration qui va avec ce genre de choses. Donc, de recomposer avec tout ça. Un article intéressant sur le fait que les assistants de coding, le vibe coding, rend les développeurs de plus en plus efficaces à créer des problèmes de sécurité. On l'a vu dans certains cas très médiatisés dans les dernières semaines et mois dans lesquels des plateformes ont été vibe codées essentiellement et n'avaient pas les mesures de sécurité en place. Euh, pour des systèmes internes ou des prototypes, le vibe coding est une excellente chose. Pour des personnes qui s'y connaissent peu en développement, ça va très bien. Quand on arrive dans des systèmes de production, des systèmes qui sont affrontés dans le monde réel notamment, on ne peut pas ne se baser que sur du vibe coding. Il faut avoir de l'expérience associée, et notamment en AppSec aussi, pour être capable de se protéger adéquatement, de ne pas exposer publiquement des données, de ne pas faire des failles de logique et ainsi de suite. Donc, ça ne remplace pas, en tout cas du moins pour le moment, la capacité de développer des applications sécuritaires. Donc, d'être très prudent si vous avez l'intention de le faire, mais de vous assurer que vous ne vous mettez pas dans le pétrin en utilisant du vibe coding dans vos applications ou ce que vous exposez publiquement si vous n'avez pas les bases nécessaires en développement. C'est un peu comme de dire qu'on va construire un pont sur la base de ce que l'intelligence artificielle va nous donner. La probabilité que le pont ne soit pas très solide est quand même assez élevée encore à l'heure actuelle. Que ce soit des vrais ingénieurs qui ont étudié de façon réelle dans des écoles d'ingénierie, qui ont les connaissances nécessaires pour le faire, qui vont certifier que le pont va tenir. Ça, c'est mon take, un peu aussi comme d'autres éléments, plus exemple de la médecine, mais bref, dans plusieurs éléments, il demeure encore que l'humain doit être dans la boucle. Comment manipuler psychologiquement les intelligences artificielles, c'est un article ou un article et un papier de recherche très intéressant. Autant on voit que l'intelligence artificielle essaie de nous plaire beaucoup dans la façon qu'il a été entraîné, nous amène dans ce genre de choses-là. Et incidemment, il est aussi facile de le manipuler pour arriver à des objectifs que l'on désire. Donc, incidemment, de contourner les différentes barrières qui ont été mises en place. Et c'est de plus en plus difficile de réussir à trouver quelque chose pour bloquer ça, puisque le fondement même de ça, il faudrait que l'intelligence artificielle ait une conscience comme l'humain acquiert en grandissant. Donc, on comprend le contexte, on comprend tout ce qui entoure une question ou une discussion. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas ce raffinement-là, du moins encore. Et selon les développements qu'on voit, n'est pas proche de l'atteindre. Donc, il faut être très prudent commencer parce qu'on est capable de le contourner. Et ce qui mène aux deux nouvelles suivantes, c'est-à-dire
comment on peut piéger l'intelligence artificielle pour faire des tâches qui n'est pas supposée ou faire de l'injection indirecte, qui sont deux moyens de réussir à arriver à des objectifs en faisant croire à l'intelligence artificielle à des actions. Donc, si on a des agentiques, ceux-ci vont poser des actions réelles sur des choses basées sur des prompts imparfaits qui l'amènent ailleurs ou des prompts qui sont faits expressément pour amener ou manipuler l'intelligence artificielle dans une direction qui n'est pas voulue par le créateur de l'agent en question ou des éléments comme ça. Donc, on n'est pas encore dans une technologie qui est très mature. Soyez très prudents sur ce genre de choses-là ou limiter la capacité de l'intelligence artificielle d'exécuter réellement des choses. Parce que du moment qu'on fait lui permet d'exécuter, ben là, on se tire dans le pied parce que ça commence à exécuter. On l'a vu il y a quelques semaines avec des bases de données de prod qui ont été effacées. Ben, à ce moment-là, puis c'est comme essayer de convaincre un enfant de 5 ans turbulent de nous écouter. Pour tous les parents qui ont eu cette situation-là, ça peut être complexe de se retrouver ça, puis des fois imprévisible. Donc, c'est la nature même de ce que c'est. Donc, de vraiment tenir ça en tête quand que vous allez faire vos choses. Brute force AI, ben, on est capable de brute forcer des mots de passe avec l'AI. Ils sont capables de plus en plus, étant donné que c'est des grands modèles qui ont appris, ils vont être capables de déduire. Donc, on a des outils de plus en plus sophistiqués qui aident les attaquants. Et c'est un rappel aussi que les mots de passe ne sont pas un super bon moyen pour protéger nos informations. On va préférer des clés physiques à la YubiKey qui sont meilleures, mais de nous amener, de nous migrer ailleurs si ce n'est pas du MFA pour le moment qui est fait. L'usage extract pour créer des 0D. Les attaquants utilisent de plus en plus d'outils, encore dans le modèle AI, ça accélère leur travail. Cet outil-là leur permet de créer des exploits, des façons d'utiliser les vulnérabilités à l'intérieur d'une dizaine de minutes. Donc, basés sur des divulgations, des éléments comme ça, sont capables de créer. Ce qui fait que la fenêtre entre la divulgation ou la connaissance d'une vulnérabilité et son exploitation potentielle ou son utilisation potentielle par les attaquants est réduite. Là, c'est 10 minutes, puis ça, c'est par des gens qui ne sont pas des experts. Donc, on met dans les mains d'un plus grand nombre de personnes cette capacité-là de créer des outils. Et eux se foutent un peu plus du fait que ça soit du codage sécuritaire parce que ça a une durée de vie pas supposément très longue, mais même si dans certains cas, c'est beaucoup plus long. Dernière nouvelle de AI, 14 000 serveurs de Olama ont été vus sur Internet avec plusieurs qui sont vulnérables d'ailleurs. Moi, cette nouvelle-là me fascine énormément puisque je ne comprends pas qu'en 2025, on a encore des machines disponibles sur Internet sans autre protection. Pour la plupart des réseaux domestiques, on est tout en arrière d'un routeur firewall-ish fourni par notre fournisseur Internet ou dans l'entreprise, on est tout caché en arrière d'équipements comme ça. Fait que cet état-là de choses me fascine un peu, juste de même sa nouvelle. Et ça démontre à quel point les gens sont peu connaissants. Donc, on n'a pas réussi à sensibiliser les gens à protéger leurs informations adéquatement. Donc, de se retrouver avec une situation comme celle-là. Par ailleurs, ça me laisse penser que c'est peut-être des honeypots qui sont mis là pour aller mesurer et voir comment les gens font, parce que je ne peux pas croire que 14 000 serveurs, mais en tout cas, en même temps, il y a des caméras vidéo et des choses comme ça. Donc, c'est pas ça, mais je suis comme un peu ambivalent, disons, sur cette nouvelle-là. Bloc suivant, Europe et souveraineté numérique. Ça va seulement ensemble, Europe et souveraineté numérique, mais bon, bref. L'annonce de l'EUVD, qui est EUVD, qui est le registre de vulnérabilité européen. La nouvelle est titrée sur une façon que dit souveraineté de cybersécurité. Dans un contexte de partage d'informations comme est ce type de registre-là, je suis moins favorable à des notions de souveraineté qui sont généralement plus vers nous, renseigner tout ça vers l'intérieur, donc pas de partage vers l'extérieur qui est aussi grand quand on est dans un contexte de souveraineté. Il demeure par ailleurs que chaque pays ou chaque bloc géopolitique soit autonome en termes de protection et d'informations disponibles. Ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, il faudrait peut-être arriver avec un élément de ne pas clamer la souveraineté quand c'est peut-être plus de l'autonomie
de l'indépendance, si on veut, dans ce contexte-ci. Donc, effectivement, c'est important d'avoir l'autonomie et accès à l'information. Mais de l'autre côté, il faut que celle-ci soit partagée. Fait que c'est comme contradictoire comme type de nouvelle et comme ce que ça représente. Mais quand même, d'avoir plusieurs sources, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça fait penser que au Nortec, le panel, ben, j'avais pas été nécessairement d'accord avec les autres, mais bref, moi, je suis un peu plus de cette branche-là que je suis plus dans le partage, mais puis la souveraineté n'est pas basée sur des informations qui devraient être, à mon avis, publiques. La Suisse lance un modèle open source dans AI. Là, c'était mélangé. Est-ce que je le mettais en AI, je le mettais en souveraineté? Dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que ce modèle-là, c'est l'État a développé un modèle. Donc, on voit qu'un État est capable ou un gouvernement est capable d'embarquer dans ces deux éléments-là, donc d'avoir cette connaissance-là, cette appropriation-là. L'effet que c'est de l'argent public qui rend ça public, c'est une excellente nouvelle aussi. Donc, d'arriver à des éléments comme ça, de plus en plus d'autonomisation et la multiplication de ces modèles-là, puisqu'on, finalement, dans les faits, on n'a pas le choix d'y aller. Je trouve ça très intéressant. C'est une initiative que j'aime beaucoup, qui nous permet justement d'avancer, puis d'avancer l'état de l'art correctement pour ce type de choses-là. La Cour européenne a rejeté le, le- 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 le refus en tout cas, bref, les échanges d'informations privées entre l'Europe et les États-Unis. C'est un sujet très contentieux à bien des égards, très compliqué de comment les informations d'Européens peuvent aller aux États-Unis. Il y avait le Privacy Shield à une époque, c'est plus. Donc, c'est cette tension-là entre l'Europe et les États-Unis est très intéressante à observer. Il va falloir qu'il y ait une discussion peut-être plus disons, sérieuse à ce côté-là, parce que je trouve peut-être la Cour de justice n'est peut-être pas tout à fait le bon endroit pour avoir ce débat-là, parce que c'était un débat plus philosophique au sens d'un peuple ou d'une volonté de certaine autonomie qu'on peut avoir ou protéger les données de ses citoyens. Donc, on a beaucoup d'éléments comme ça à regarder. Les lois américaines étant très invasives aussi, là, donc de balancer les choses. Je suis un peu étonné du résultat, mais bref, ce débat-là continue, donc de regarder, continuer à le regarder. Dernière nouvelle pour tout ce qui est souveraineté numérique Europe, SAP investit 20 milliards d'euros dans un nuage souverain en Europe. Donc, c'est très intéressant de voir les compagnies commencer à déployer des choses justement pour arrêter d'avoir cette dépendance américaine, donc de forcer. Donc, ce changement-là de paradigme est intéressant, donc de ramener une distribution souveraine dans bien des cas ou mieux protégée et je crois très appropriée dans le contexte et nous amène peut-être à une meilleure réflexion. Puis en tant que Canadien, bien, ça m'intéresse puisqu'on est on a encore énormément le remords des États-Unis, mais avec le climat géopolitique actuel, ben ça peut-être à la remords des Américains est peut-être un peu moins populaire. Donc, de regarder comment nous, les Canadiens aussi, peuvent se positionner un peu, imiter comment les Européens ont abordé la souveraineté numérique de ce côté-là, puis les effets que ça a sur les compagnies. Donc, SAP va investir des sommes importantes en Europe pour répondre à ces préoccupations-là. Dernière section, puis c'est une suite par rapport à la semaine dernière. Je l'ai appelé plus chaîne d'approvisionnement, dans ce cas-ci, puisque c'est une faille ou un problème qui a finalement des conséquences beaucoup plus importantes sur beaucoup plus longtemps. Donc, c'est la faille de sécurité qu'il y a eu dans Salesforce, Breach, qui justement a continué à avoir des effets sur plus de compagnies, sur plus d'éléments. Essentiellement, c'est une compagnie tiers, Salesforce, qui se branchait essentiellement sur les systèmes de Salesforce pour donner des éléments supplémentaires ou des options supplémentaires en AI parce que c'était à la mode. Et il s'est avéré que les jetons d'authentification qui permettent
cette interopérabilité entre les deux systèmes ont été volés. Et ce vol-là a permis aux attaquants d'aller fouiller assez profondément dans les systèmes de Salesforce. Donc, il y a plusieurs compagnies qui ont dû déclarer des fuites de données. Zscaler, Cloudflare sont deux grands du côté qu'on connaît plus en cyber, mais il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui se sont trouvées être exposées là-dedans. Autant je mentionnais dans l'épisode précédent sur l'actualité, que c'est important de surveiller ces journaux, s'assurer que nos jetons qu'on met dans les mains de quelqu'un d'autre, d'une tiers partie, soient bien sécurisés. Ben là, c'est une façon encore beaucoup plus grande. Puis l'effet, probablement, va être difficile à mesurer la portée de cet incident-là, puisque tout est relativement imbriqué. Donc, les zones de déflagration sont malheureusement très importantes. Donc, on l'a vu dans ce cas-ci, où ça a eu des conséquences graves. Donc, toute la notion de chaîne d'approvisionnement est d'autant plus importante à regarder maintenant les services qu'on utilise. Donc, dans le cas-ci, Salesforce. Qu'est-ce que Salesforce a dans les mains et comment Salesforce peut protéger? Et comment Salesforce gère ses tiers parties comme Salesforce, dans ce cas-ci, qui vient justement interagir sur ces systèmes. Donc, on est dans un contexte beaucoup plus complexe. Je pense qu'on a fait fi de ça pendant longtemps. On mettait plus d'énergie sur l'innovation que d'aller vers ce genre de choses-là. Donc, de mettre en œuvre les moyens qui sont à notre disposition, pas tous, les moyens techniques de surveillance qui sont à notre disposition. Dans certaines fois, ça laisse des traces dans nos systèmes à nous. Des fois, juste dans les systèmes des tiers, qu'on peut ramener les journaux qu'on peut regarder. Donc, juste s'assurer que ça, c'est bien en place pour protéger ce qu'on est capable de protéger. Puis de commencer à poser des questions peut-être un peu plus inconfortables sur les chaînes d'approvisionnement. Comment celles-ci sont montées avec nos partenaires d'affaires. Donc, s'assurer qu'on ne s'expose pas indûment à des situations problématiques. Et au Québec, notamment, je connais moins bien le RGPD, mais du moins loi 25, on sommes responsables des informations personnelles que nous donnons à un tiers. Donc, c'était notre responsabilité de s'assurer que le tiers gère bien. Donc, ça demeure, on ne délègue pas au tiers l'élément qui est associé à ça. Donc, d'être un peu prudent par rapport à ça. Puis, dernier élément sur chaîne d'approvisionnement, bien, il y a les certificats TLS associés au DNS 1.1.1 qui auraient été émis, on va dire, par erreur. Et à ce moment-là, c'est comment toutes les chaînes de confiance sur Internet sont montées, la rapidité d'action et comment on peut agir sur ce genre de situation-là. C'est compliqué. On est très dépendant des différents systèmes qui nous entourent. Ça en est un, par exemple. Donc, de trouver une façon de communiquer rapidement des problèmes de sécurité, parce que pas tous les problèmes de sécurité peuvent être arrêtés, donc il faut l'assumer, mais d'être capable de faire un retour rapidement quand cela arrive et ainsi de suite. Ça fait le tour des nouvelles cette semaine. J'ai été un peu plus succinct, un peu moins excité que la semaine précédente. J'essaie de recompresser davantage pour le prochain, pour essayer de compresser davantage de contenu. Ce qui s'en vient, je vais continuer à surveiller un peu tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient par rapport à ça. C'est des nouvelles. Il y a beaucoup de CVE qui circulent, donc soyez très vigilants sur vos systèmes, mettez à jour le plus automatiquement que ça. Je suis plus de la philosophie de patch and pray, c'est-à-dire corriger vos systèmes puis ramener s'il y a un problème après. Là. Ça, entre les deux, c'est plus sécuritaire, si on veut. On prend moins de chance. Et ça, plus les événements dans lesquels je suis cette semaine, si vous voulez venir serrer la main, venir jaser un peu pour différentes choses, même participer au podcast si vous vous intéresse autant au GoSec où je serai devant public qu'au B-Side ou potentiellement aussi devant public comme l'an dernier où on a des interactions fort chaleureuses. Et sur ce, je vous remercie d'écouter, votre patience et on se dit à la semaine prochaine.